Cinésique Radio. Je vous propose la diffusion exclusive de l'interview que j'ai faite pour Cinésique du compositeur Maurice Jarre en 2006. Jusque-là disponible sur le site en version texte, voici l'audio de cette rencontre avec la voix fragile du talentueux musicien de Dr Jivago. Vous savez, une bonne musique de film, en ce qui me concerne, je pense que c'est une musique qui doit dire ce que l'image n'a pas pu dire pour des raisons X. Et donc, la musique doit agir comme une chose pour meubler quelque chose qui n'a pas été réalisé pour de telles raisons. Dans les yeux sans visage, les premières séquences du film, c'est cette voiture qui parle et la musique on ne sait pas ce que la musique va donner. Donc c'était une musique contrepoint et ça c'est vraiment très très intéressant. J'ai travaillé avec Alain Resnais, c'était pas son premier film, mais j'ai fait un documentaire qui s'appelait Toute la mémoire du monde avec Jacques Demy, qui était avec qui j'ai écrit la musique d'un court-métrage. Jean-Paul Rapneau, je crois que j'ai dû faire sa première musique, c'était une commande d'assurance. Et il avait fait un très joli film dont j'ai fait la musique. Et puis, je dois dire que j'ai fait la première musique de Gérard Houry. Ah oui. Qui s'appelait, je crois, Soleil dans l'œil, La main chaude. Ah oui, La main chaude. Voilà. Et donc, voilà mes collaborations. Ensuite, j'ai travaillé évidemment avec Frédéric Rossif. Et je dois dire, j'ai fait partie de magnifiques films qui s'appelaient Mourir à Madrid. Depuis le début, depuis les premiers films de Franju, et même dans les films de David Lean, dans Laurence d'Arabie, j'ai utilisé des instruments à percussion qu'on n'utilisait pas à cette époque-là. Et puis même, il m'a permis parce qu'on a enregistré à Londres la musique de Laurence d'Arabie, et il m'a permis de demander à 3 ondistes, on appelle les joueurs d'ondes Martenot, des ondistes, et à 3 ondistes de venir à Londres, de France, pour pouvoir être intégrés dans cet orchestre. J'ai toujours essayé d'inclure dans les partitions des sons un peu, disons, inouïs, voilà, qu'on n'a jamais entendus, et j'ai profité d'un instrument formidable qui est les ondes Martenot, que j'avais appris avec Maurice et Ginette Martenot, et dont je me suis servi souvent depuis les premiers films de Georges Franju jusqu'au dernier film de David Lean, parce que c'est un instrument qui est un peu l'ancêtre du synthétiseur, mais qui a vraiment des sons qu'on ne peut même pas reproduire avec un très bon synthétiseur. Donc c'est un instrument très très important. Je me suis toujours intéressé, grâce à cet instrument, les ondes Martenot, à la musique électronique. Et pendant des années, j'essayais de persuader des metteurs en scène d'essayer d'avoir une partition totalement électronique avec quelques synthétiseurs. Non pas un synthétiseur qui redouble, etc., pour essayer d'économiser de l'argent, mais surtout pour essayer d'écrire avec des instruments et avec une technique un petit peu spéciale. Et je n'avais jamais réussi jusqu'à ce que j'ai fasse la connaissance de Peter Weir, surtout pour déjà l'année de tous les dangers. Car déjà dans l'année de tous les dangers, j'avais donc réalisé une partition, non pas avec des synthétiseurs, mais directement avec un ingénieur, sans passer par même pas un synthétiseur, mais en réalisant la partition uniquement d'après avec des comment dirais-je, techniquement, en utilisant non pas synthétiseur mais des sons électroniques que je produisais avec un ingénieur. Et ça, c'était une expérience formidable. Et puis ensuite, pour Witness, alors
j'ai persuadé aussi Peter Weir, qui était tout à fait d'accord, de réaliser la musique complètement électronique, alors avec des instruments, et on avait 8 synthétiseurs, avec chaque joueur, était formidable, ils avaient plusieurs... c'était vraiment des artistes et des électroniciens, et ça s'est très très bien passé. J'ai toujours essayé d'apporter dans mes orchestrations des sons d'instruments ethniques, d'instruments d'Amérique du Sud, du Bali, de Pologne, etc. Et ça, c'est un peu une manie pour moi. Ouais. Ah oui, c'est cette recherche de timbre expérimental Soleil Rouge de Terence Young, qui est vraiment une musique concrète quasiment. Oui, presque, oui. En utilisant des bruits, en mélangeant des sons d'instruments bizarres dans une orchestration classique. J'ai appris beaucoup au Conservatoire de Paris des musiques, l'étude de musique ethnique, comme des musiques du sud-est asiatique, des sons de russes, des sons les balalaïkas par exemple que j'ai utilisés dans le Jivago, des tas d'instruments à percussion qu'on ne connaissait pas beaucoup, des instruments de l'Afrique noire, et c'est toujours pour moi une préoccupation de pouvoir inclure dans ces partitions, disons un peu de musique moderne, des sons justement un petit peu barbares. En France, j'étais Georges Delrue était au conservatoire avec moi, Pierre Boulez était au conservatoire, Michel Legrand, et on n'a jamais eu au conservatoire des relations, même de prendre un café ensemble. Alors que c'est très curieux parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, en Californie, la première semaine, je ne connaissais personne, et Henry Mancini, le compositeur qui était très connu aussi à ce moment-là, m'a invité à un dîner un samedi soir en disant voilà, il y a quelques musiciens et compositeurs qui voudraient vous connaître, on vous invite à dîner. J'étais sidéré parce que là, au dîner, il y avait donc Henry Mancini, il y avait Quincy Jones, il y avait Lalo Schifrin, il y avait un compositeur qui était très connu, qui est mort maintenant, qui s'appelle Bronislaw Kepa, et Elmer Bernstein. Et j'étais tellement surpris que je me suis dit, vous savez, en tant que Français, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et c'était pas du tout guillemets, c'était simplement pour me souhaiter la bienvenue. Alors qu'en France, on n'a jamais, avec des camarades du conservatoire, on n'a jamais pris une tasse de café ensemble, c'est ça, très curieux. On a tendance quand même, en France, en disant, ah oui, il est parti aux États-Unis. D'une part, je ne suis pas parti aux États-Unis, on m'a demandé d'aller là-bas. J'ai travaillé pas un certain temps, mais j'ai travaillé aussi bien quand j'ai fait le tambour, j'ai travaillé avec Schlendorf à Munich. Quand j'ai travaillé avec David Lynn, c'était surtout à Londres. Quand j'ai travaillé avec Visconti, c'était en Italie. Donc, et vous n'êtes pas revenu en fait, c'est ça? Pardon? Vous n'êtes pas revenu en fait en France pour des films français finalement? Je ne l'ai pas. Vous n'êtes pas revenu sur des films français finalement? Mais c'est-à-dire que on m'a pas demandé en fait. On m'a pas demandé, je sais pas. Je peux pas dire que j'ai refusé puisqu'on m'a pas demandé. Mais j'aurais beaucoup aimé travailler avec des jeunes metteurs en scène, pas nécessairement pour le succès, pour le fait que ce sont des metteurs en scène qui ont du succès. Car pour moi, le succès n'est pas un critère. Ce qui est important, c'est que le film vous procure un choc. Dr Jivago, qui a été un grand succès, non seulement du film, mais la musique, puisque le disque, la colonne sonore, la bande originale du film, pendant 6 semaines a battu les Beatles.
Je ne sais pas si vous savez ça, mais Oui, pendant c'est impressionnant. donc pendant 6 semaines, il y avait Dr Zhivago, Maurice Jarre, et puis deuxième les Beatles, et ça a duré 6 semaines. Et donc, et bien après donc ce succès, comme on dit, j'ai attendu 6 mois avant d'avoir une offre pour écrire la musique d'un autre film. Et je me suis demandé pour quelle raison, parce que Zhivago a été un grand succès, et j'ai pensé que peut-être certains réalisateurs se sont dit probablement Maurice Jarre a une grosse tête maintenant et qu'on ne peut plus lui demander et on ne peut probablement pas le critiquer et ça doit être difficile de travailler. Je me suis toujours demandé, je veux dire, parce qu'il n'y a aucune raison, à moins que et les gens qui me connaissaient savaient bien que j'étais toujours, c'est pas parce qu'il y avait eu un énorme succès de Zhivago que j'avais tout d'un coup, ma tête avait gonflé de 3 cm, je veux dire c'est idiot. Eh bien j'ai attendu quand même 6 mois. Au début de ma carrière, comme on dit, d'une façon un peu prétentieuse, j'ai eu des problèmes très très forts avec mes premières épouses. Et j'ai été obligé de payer des pensions alimentaires et des pardon, et des problèmes de divorce. Donc à ce moment-là, j'étais obligé vraiment de prendre un petit peu tout ce qui se passait et j'ai eu la chance d'avoir des demandes de bons réalisateurs. Mais ensuite, quand on devient plus vieux et plus sage, eh bien on se rend compte que il vaut mieux choisir et c'est plus intéressant de refuser quelque chose qui ne vous, a priori, qui ne vous produit pas un choc. Parce que si en ce qui me concerne, pour écrire la musique, il faut être passionné. Il faut que le film vous passionne et que si vous n'avez pas un déclic quand vous voyez les premières images du premier montage, presque, eh bien, il vaut mieux aller se coucher. Quand je travaille un film, je suis concentré sur le fait de faire le meilleur travail possible pour le film en ne pensant qu'au film et en ne pensant pas. Alors il y a des gens qui me disent ah oui, quand vous avez écrit la musique de Dr Zhivago, vous deviez savoir déjà que ça. Mais non, pas du tout, parce que j'étais beaucoup plus préoccupé pour essayer que la musique marche bien avec le film et que je puisse finir aussi en temps voulu, parce que le problème dans une musique de film, comme la musique intervient tout à fait au début, à la fin du film, il n'y a plus que la musique, tout le monde attend avec impatience et surtout le producteur, parce que les intérêts des prêts tombent, donc il a intérêt à ce que le film sorte le plus vite possible. Et le dernier, ce qui arrive en dernier, c'est la musique. Donc la musique intervient et il faut la faire le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment une chose qui vous mine de penser qu'il faut finir en temps voulu, parce qu'il n'est pas question de prolonger, etc. Certains, plutôt des journalistes, qui pensent que quand j'étais en France, mon travail était probablement meilleur que quand je suis parti, non pas seulement aux États-Unis, mais un petit peu partout. Donc, et ça c'est stupide, enfin, à mon avis, je change pas de style parce que j'habite à Hollywood ou parce que j'habite à Tokyo, c'est pas parce que j'aurais eu une maison à Tokyo et que j'aurais travaillé au Japon pendant un certain nombre d'années que j'aurais fait du japonais. Quand vous avez composé pour Hitchcock, vous n'avez pas l'impression de faire du remplacement de Herman? Non, parce que il s'était fâché avec Herman. Et puis de toute façon, vous savez, dans ces cas-là, en Amérique, c'est pas du tout comme en France. Il n'y a pas cette espèce de jalousie, vous savez. En France, surtout à ce moment-là, les musiciens
si un musicien faisait un travail très bon, les autres collègues étaient jaloux. Vous voyez. Et je n'ai jamais senti ça aux États-Unis. Donc quand Hitchcock m'a demandé d'écrire la musique, il n'y avait pas du tout une compétition avec Herman. C'est comme il y a certains musiciens, il y a certains réalisateurs avec qui j'ai fait un film, et puis le film suivant, le même réalisateur a demandé à un autre compositeur, et c'est pas pour ça que j'étais jaloux, etc. C'est pas du tout la même chose. Et Herman a tellement laissé une trace dans l'œuvre d'Hitchcock, vous n'aviez pas été vous n'aviez pas eu la tentation d'imiter son style? Non, pas du tout, parce que je me suis dit que quand il m'a demandé, il voulait quelque chose d'autre chose. Et j'ai fait la même musique en ce qui me concerne que j'aurais fait pour un autre metteur en scène. Travailler avec Hitchcock, c'était très curieux, étant donné que quand il m'a dit qu'il voulait que je fasse la musique de son film, je lui ai dit, écoutez, je vais vous montrer certains thèmes que j'ai trouvés, et puis vous expliquer un peu la façon dont j'allais traiter ça avec l'orchestration, etc. Et il m'a regardé et il m'a dit, et pourquoi? J'ai dit, parce que c'est votre film et je voudrais être sûr que ce que je pense marche avec... Il m'a dit, non, je t'ai choisi, tu fais ce que tu veux, et puis si je ne suis pas content, je couperai au montage. Le syndrome de Herman n'a pas joué en cas. En plus de ça, c'était un personnage qui était très désagréable. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu des textes ou des interviews. C'était un très bon musicien, il a eu beaucoup de récompenses, d'Oscars, etc. Et il a toujours été très très amer et il détestait tous les jeunes compositeurs. Mais pas seulement moi, mais il était très, très virulent et très méchant envers surtout les jeunes. Donc ça ne m'a pas du tout impressionné. Et puis en plus de ça, j'étais tellement content de travailler avec Hitchcock que j'avais aucun complexe.